Moteur? Bon, tout est prêt? Parfait. 1979. En plus de traumatiser le public avec l'un des monstres les plus flippants de tous les temps, elle est aussi marquée par une guerre un peu violente. Avec des films et des séries en tout genre, les spectateurs en ont vu de toutes les couleurs. Cette année-là, on a eu le droit à un univers impitoyable, à un défilé d'hélicoptères et à une chanson hivernale. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Pour revenir une fois encore sur notre repère chronologique, 1979 marque la diffusion du 1500e épisode des Feux de l'amour. Cette année-là, on a eu droit à la création d'un spin-off de la série Columbo avec Madame Columbo. Mais aussi à celui de la série Arnold et Willy avec Drôle de vie. Et 1979 signe les débuts de la série Shérif, fais-moi peur. T'as le blues en bois, dans tes yeux ça se voit. Shérif, fais-moi peur est une série télévisée américaine de 7 saisons racontant l'histoire de la famille Duke qui vit dans un comté fictif de Géorgie et qui s'amuse à faire les 400 coups au nez et à la barbe du shérif local. La série a rencontré un grand succès, essentiellement dans son pays d'origine, qui lui a valu par la suite une série spin-off, une adaptation en série animée, mais aussi un film sorti en 2005 et plusieurs téléfilms. L'élément le plus marquant de la série reste le général Lee, une Dodge Charger de 1969 orange, nommée en référence à un ancien militaire américain, avec laquelle nos personnages principaux ont une légère tendance à s'envoler. Ça donnait des courses-poursuites de ouf! Véhicule qui se retrouvera mis en avant un bon nombre de fois dans les différents épisodes, ainsi que dans les adaptations en jeux vidéo de la série. Et pour l'anecdote, le tournage des 7 saisons a nécessité plus de 300 exemplaires du véhicule. Rien que ça! La série a le droit à plusieurs clins d'œil dans différents shows, comme dans Smallville, étant donné que l'acteur interprète du père de Clark Kent n'est autre qu'un des acteurs principaux de Shérif, fais-moi peur, les scénaristes de la série racontant l'histoire de Superman en ont bien profité. Ainsi, on peut y entendre la musique du générique de l'ancien show à plusieurs reprises et voir l'arrivée du meilleur ami d'enfance de Jonathan Kent dans une Dodge très similaire au Général Lee. Meilleur ami qui n'est autre que Tom Wopa, le second protagoniste des aventures des Duke. Le show a aussi été parodié un nombre incalculable de fois dans Robot Chicken et dans South Park, quand une scène du second volet de Fast and Furious nous offre un bon gros clin d'œil, comme on aime. Dans un tout autre domaine, 1979 c'est aussi le renouvellement de la seconde saison de Dallas, et de la troisième saison de La Croisière s'amuse. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à une très grande sélection. Tout d'abord, on a vu le premier Mad Max en salle partout dans le monde, sauf en France. Stallone se prenait encore des coups dans la figure dans Rocky 2, et Roger Moore a renfilé le costume de 007 pour Moonraker. Mais cette année-là, c'est Ridley Scott qui nous a fait une grosse frayeur avec l'arrivée sur le Nostromo du 8e passager. Le 8e passager est le premier film de la saga de science-fiction horrifique Alien. Il y a un film d'horreur dont le titre est Alien. C'est très offensant, pas étonnant que tout le monde arrête pas de vous envahir. Qui nous raconte l'histoire de l'équipage du Nostromo plongé en hibernation. Après un réveil forcé par l'ordinateur de bord, ils vont devoir effectuer une mission de vérification sur la petite planète LV426. Mais les choses vont rapidement dégénérer quand un des officiers va se faire attaquer par une créature arachnospatiale. Oui, j'ai inventé ce mot! De retour sur leur vaisseau, ils vont découvrir que la créature s'avère bien plus dangereuse qu'on ne le pense, et ils vont devoir survivre aux attaques du monstre qui rôde dans leur vaisseau. Un monstre beaucoup trop flippant! Alien, c'est une grande saga d'exception, avec 3 suites, 2 films préquels, une bonne quantité de romans et de comics, et énormément de jeux en tout genre, que ce soit vidéo ou de plateau. Ces histoires sont l'instigateur d'un univers étendu bien plus large qu'il n'y paraît. En effet, ce premier film nous permet essentiellement de découvrir l'effrayant monstre xénomorphe. Mais ce qui en a découlé est tout un monde de possibilités, où l'on aborde de nombreux sujets scientifiques, comme la création d'androïdes, la découverte de nouvelles planètes et de créatures plus ou moins intelligentes. Ah, et j'ai failli oublier que parmi les suites, il y avait aussi les films Alien vs Predator. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler? Je ne pense pas. Personne ne veut en parler! Il n'est pas secret que la saga Alien a été d'une importance capitale dans le développement de la science-fiction au cinéma, ne serait-ce que par rapport à l'image des extraterrestres mangeurs d'hommes.
Elle a même marqué le 7e art en profondeur. Un 7e art qui le lui rend bien et qui continue aujourd'hui encore à lui rendre hommage à travers des références plus ou moins discrètes. En plus d'un épisode de Noël de Doctor Who vu précédemment, la saga Alien est mentionnée par Spider-Man dans le film Avengers Infinity War, qui y pense pour se débarrasser d'un extraterrestre dans un vaisseau. Et bien sûr, le film Ready Player One nous montre un gros clin d'œil très forcé sur la naissance de la créature. Pour ce qui est des références dans l'animation, on peut continuer à dire que les Simpsons l'ont vu, alors les Simpsons l'ont fait, et de même pour Family Guy. Ce que la plupart ont retenu, c'est bien évidemment la scène de la naissance de l'alien, et il est vrai qu'on la trouve dans beaucoup de programmes comme Gravity Falls et Shrek 2 par exemple. Et avec un peu plus de subtilité, Mais alors juste un peu. on trouve quelques clins d'œil dans la salle d'arcade du Pizza Planet du premier film Toy Story. Et tant qu'on parle de référence, il y a une question que je me pose et dont je ne trouve pas de réponse. Alors pensez-vous que la seconde transformation de Freezer dans Dragon Ball est inspirée par le design du Xénomorphe? Parce qu'il faut avouer qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux. Dites-moi en commentaire si je suis le seul à faire le rapprochement. Bref, je terminerai avec un aparté sur la leçon d'importance capitale que le 8e passager nous a apprise. Peu importe les conquêtes spatiales que vous entreprenez, il ne faut jamais, au grand jamais, emmener un chat avec vous. Il sera toujours beaucoup plus flippant que n'importe quelle attaque d'extraterrestres, et dans l'espace, personne ne vous entend crier. Surtout quand il vous griffe. Pour continuer avec l'année 1979, la cérémonie des Oscars a récompensé Sally Field pour son rôle dans Norma Rae, quand le film Kramer contre Kramer obtenait la statuette du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Robert Benton, et du meilleur acteur pour Dustin Hoffman. Côté film d'animation, c'est sur le territoire japonais que la magie a opéré, puisqu'Hayao Miyazaki nous présentait le château de Cagliostro. En francophonie, on retrouvait la troupe du Splendide, les pieds dans la neige, dans les bronzés fonds du ski. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? En outre, Woody Allen nous présentait Manhattan, Clint Eastwood était un évadé d'Alcatraz, et William Shatner prenait les commandes de l'Enterprise dans Star Trek, le film. Et pendant ce temps-là, Francis Ford Coppola nous montrait l'horreur de la guerre sur du Wagner avec Apocalypse Now. Inspiré par la nouvelle Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, le film Apocalypse Now nous montre les atrocités de la guerre du Vietnam en se plaçant au plus près de l'action. Avec ce qui semble être l'un des meilleurs films de guerre jamais créés, Coppola a misé très gros. En effet, entre les problèmes de santé de Marlon Brando et de Martin Sheen, sans parler des galères de scénario, de tournage et surtout de budget, le film était loin de voir le jour. Des problèmes qui ont obligé Coppola à hypothéquer tous ses biens pour mettre chaque sou dans le projet. C'était richesse ou banqueroute pour lui. Heureusement pour lui, le film est un énorme succès sur tous les tableaux et possède aujourd'hui un très grand palmarès de récompenses. En plus d'une Palme d'Or à Cannes et de 2 Oscars obtenus après 8 nominations, le film s'est placé à la 28e place du classement des 100 meilleurs films américains de tous les temps, selon l'American Film Institute, et au début du 21e siècle, il a rejoint la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique et esthétique. Et il sera rejoint par Blade Runner. Il existe d'ailleurs un documentaire très intéressant retraçant les obstacles qu'a dû affronter l'équipe tout au long de la création du film. Il s'appelle Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un metteur en scène, et je vous invite à le voir. C'est tout bonnement incroyable. Et vous aimez l'odeur du napalm au petit matin? Dites-le moi en commentaire si c'est bizarre. Pensez à vous abonner et dites-moi de quelle année je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. On n'oublie surtout pas le pouce bleu, ça fait plaisir. Et ça aide toujours au référencement. Et voilà, c'est déjà la fin de la séance. J'espère que cette projection vous aura plu. Je vous invite à bien vouloir relever vos sièges et ramasser vos paquets de popcorn. Je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une nouvelle année avec le projectionniste. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un colonel de l'armée un peu psychopathe. Si je vous dis qu'on peut faire du surf sur cette plage, capitaine, c'est qu'on peut faire du surf sur cette plage!